Veuillot, le fameux Louis Veuillot, avait eu un jour dans son univers une phrase bien intéressante que je ne crois pas vous avoir encore citée. Il avait carrément dit, il y a deux France dont une n'est pas la vraie. Celle qui a la ressemblance de M. Gambetta, disait-il. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? La fausse France, c'est la France résistante. La vraie France, selon M. Louis Veuillot, c'était la France qui ne voulait pas résister, c'est-à-dire la France des possédants. Et bien maintenant, nous allons voir la France, la vraie France, au travail, à Versailles. Je vous ai dit l'autre jour que le Thiers avait absolument décidé que l'offensive aurait lieu le 2 au matin. Il avait appelé le général Dubarail dans la nuit du 1er au 2 dans son cabinet de la préfecture de Versailles où il travaillait et il lui avait dit « c'est pour demain ». Évidemment, la question était de savoir si l'armée allait se lancer. C'était impressionnant, enfin c'était inquiétant, parce qu'on avait vu comment il s'était comporté dans Paris avec le 88e et d'autres régiments qui avaient mis la crosse en l'air, et maintenant on allait lancer les soldats français contre les Français. Alors qu'est-ce qu'ils allaient faire? Mais enfin, il semblait que ça allait assez bien, et Sorel, l'affreux petit Sorel, dans une lettre à un camarade qui s'appelait Hénard, lui disait « Nous avons de l'artillerie, mais est-il sûr que nous aurons des artilleurs ?» C'est-à-dire pour faire tirer, quoi. Puis après, il avait ajouté « Il semble bien, il avait ajouté ça le 30, il semble bien que maintenant l'armée prend une mine farouche. » Favre, le 1er avril, va raconter ceci à propos du 1er avril. « Séparé des contacts nuisibles, assujettie au travail, reconnaissante des bons traitements dont elle est l'objet, la troupe donnait le droit d'espérer qu'elle saurait obéir et se sacrifier. » Pas mal le mot de la fin, hein, se sacrifier, parce que qui c'est la troupe? Avant tout, c'est des paysans. Des pauvres petits types qu'on a pris sur leur terre, vous savez, on leur a mis un pantalon rouge, car ils avaient un pantalon rouge déjà, et on leur a mis un chasse-peau dans les mains. Et ces types, on les charge d'aller se faire tuer et de tuer les autres au profit des privilégiés de Versailles. Ben, la question était de savoir s'ils allaient marcher, se sacrifier. Le même jour, 1er avril, Thiers va dire, à la tribune, achève de s'organiser une des plus belles armées que la France ait jamais possédées. Les bons citoyens peuvent se rassurer, la lutte sera douloureuse, mais courte. Oui, mais enfin, on était fort inquiets pour ce qui allait se passer, d'autant plus que le 30 mars, on avait fait ce qu'on appelle une reconnaissance offensive. Le général Gallifet, à la tête de quelques soldats, s'était avancé dans la direction de Courbevoie et il s'était passé des choses inquiétantes. À savoir que quelques-uns de ces soldats avaient fraternisé avec les gardes nationaux, que Gallifet lui-même avait été entouré de gardes nationaux, mais comme le comité central et la commune avaient décidé de ne pas faire la guerre, on avait relâché Gallifet, on lui avait dit, écoutez, rentrez, on n'est pas des adversaires. Hein. Il y avait 2 ou 3 types au comité central qui auraient bien voulu se battre d'avant, enfin tout de suite, attaquer. C'est Eudes, c'est Duval, c'est Bergeret, c'est Brunel, et ils faisaient pression sur la commune qui refusait, elle, d'attaquer. Ils faisaient pression en disant, mais nous devons nous assurer l'avantage de l'offensive, et ils avaient décidé clandestinement de passer outre à la volonté de la commune et d'attaquer eux avant le 5 avril. Avant le 5 avril. Non, le 2 avril, l'opération est lancée par Thiers. Ben, je vais vous apporter un certain nombre de citations qui sont bien curieuses et qui vous montrent l'extrême inquiétude qu'avait le notable sur le comportement de l'armée. Déjà, vous vous rappelez, y aura-t-il des artilleurs? Et puis Thiers, dans ses notes et souvenirs, va dire « La troupe était parfaite ce jour-là, dès lors on ne douta plus d'elle », ça veut dire qu'on avait beaucoup douté la veille. Favre, la partie était liée, on était sûr désormais qu'il n'y aurait plus de défaillance. Revue des Deux Mondes, le numéro suivant, maintenant que l'armée, par son attitude résolue, a pris parti pour l'Assemblée, les doutes sur le dénouement ont cessé. Le 3, à la tribune, le ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Picard, va saluer avec ivresse cette magnifique armée de guerre civile, hein, qui, dit-il, défend aujourd'hui, avec autant d'intrépidité que de patriotisme, qu'est-ce que ce mot vient faire là? Autant d'intrépidité que de patriotisme, la cause de la France. Non, la cause de la France possédante. Et Sorel, le 5 avril, la ligne tiendrait-elle? Il importait absolument que le premier engagement fût un succès, et que le soldat traitât le Parisien en ennemi. Dieu merci, c'est ce qui est arrivé. Mais le plus beau, c'est ce que nous raconte le vicomte de Meaux. Vous avez plusieurs fois parlé de ce bonhomme. Le vicomte de Meaux, c'est le gendre du grand orateur catholique Montalembert, et il a laissé des souvenirs politiques qui ont paru au début de ce siècle, au début du XXe siècle, et dans lesquels il y a un épisode qu'il faut absolument que je vous rapporte, tellement qu'il est significatif. Il dit carrément, enfin, nous attendions l'issue de cette bataille engagée le 2, non sans inquiétude sur les dispositions des soldats. Et nous, un très grand nombre de députés, plus de 200 députés, nous étions massés sur l'avenue de Paris, guettant les nouvelles. Qu'est-ce qui allait se passer? Alors il raconte que comme ils étaient là, très anxieux, en disant, est-ce qu'ils ont marché, les soldats? Une calèche est passée. Dans cette calèche, il y avait le ministre du Commerce, qui sera bientôt ministre de l'Intérieur. Il s'appelait M. Lambrecht. Ce M. Lambrecht, Thiers l'appelait le sage des sages.
C'est vous montrer l'estime qu'il lui portait. M. Lambrèche revenait du théâtre des opérations. Et en passant à toute vitesse dans sa calèche, sans doute pour aller rendre compte, pour aller trouver Thiers lui-même, voyant tous ces députés, il leur a lancé un mot qui était un véritable mot de libération, un mot de bénédiction. La meute a mordu. Je trouve que ce mot est inouï. Et que M. le vicomte de Meaux ait osé le répéter, c'est la preuve de son inconscience. La meute, c'est un beau mot ça, hein, c'est un terme de vénerie, enfin c'est un mot de seigneur, c'est un mot de châtelain. Par conséquent, les petits soldats français, pour ces notables, qu'est-ce que c'est? C'est leur meute, c'est leurs chiens. Ben, il les avait lancés, les chiens, et effectivement, les chiens du reste dûment encadrés. Il y avait des gendarmes devant et derrière, les chiens avaient mordu. Il faut savoir aussi que tous les prisonniers qu'on va faire, on va les trier, les prisonniers parisiens, on va les trier. Et comme il y a là un certain nombre de soldats, des anciens régiments de Paris, vous savez, 88e et les autres, qui étaient passés du côté de la Commune, on va exécuter sur place les soldats qu'on appelle des déserteurs. Léonce Dupont, qui était un brave type, vous savez, c'est un Versaillais, qui était un témoin, va écrire ceci. Ceux qui restent après la bagarre, on les adosse contre une masure placée sur la droite, c'est au pont de Courbevoie, et on les passe par les armes. C'était une mesure de précaution à l'égard de certains soldats qui peut-être auraient eu un peu d'inquiétude à se dire on est en train de tirer sur des compatriotes. Vous voyez, ceux qui sont passés du côté de l'ennemi, on les fusille. Avis aux amateurs. Bon, alors c'était réglé. Il semblait que l'armée était bien en main, qu'on allait maintenant pouvoir assiéger Paris et faire mieux que les Prussiens, s'emparer de Paris. Mais il s'agissait aussi de régler une première question qui n'était toujours pas, à savoir la paix. Préliminaire de paix, c'était fait. L'Assemblée, le 1er mars, elle avait ratifié l'idée de base, à savoir la cession de l'Alsace et de la Lorraine, mais enfin, il y avait un certain nombre de conditions précises à régler. Le traité final, et dès partir du 24 mars, des négociateurs français avaient été envoyés par Thiers à Bruxelles, vis-à-vis de négociateurs allemands, et Thiers était extrêmement impatient. Il voulait que ça se fasse très vite. Monsieur Gabriel Hanotaux, qui est pourtant un écrivain extrêmement bien pensant, ne cachera pas que Thiers était d'une impatience extrême, qu'il bombardait de télégrammes les négociateurs français en disant « Allez-y, allez-y, on fait le plus rapidement possible, signez ». C'est que les Allemands n'étaient pas pressés de signer. Et il faut bien comprendre leur politique, elle est intelligente et elle est très claire. Les Allemands sont tout à fait hostiles à la Commune. Pourquoi? Parce que la Commune a représenté au moins au début une idée de résistance, alors que de l'autre côté, les gens de Versailles, c'est leur 5e colonne, leur fameuse 5e colonne qui est réunie. Ils peuvent faire toute confiance à M. Thiers, à M. Jules Favre, aux généraux, toute confiance, tandis qu'aucune confiance à la Commune. Et si la Commune gagne, ça va compliquer pour eux la situation. Alors je vous ai rappelé, cette dépêche qui a été remise dès le 20 mars par von Fabrice, représentant permanent de Bismarck en France, à M. Jules Favre, en disant « Le gouvernement allemand considère comme un devoir rigoureux du gouvernement français de venir à bout le plus rapidement possible de la sédition de Paris. » Du reste, Favre et M. de Falloux aussi vont témoigner de l'amitié qu'ils portent aux Allemands. Favre, le 10 avril, va dire « Les Allemands ne cessent de nous témoigner une confiance jamais démentie. » Et M. de Falloux « On ne saurait avoir conduite plus loyale que celle de la Prusse envers nous. » Mais je comprends bien. Le même Favre, dans son fameux discours du 21, l'épouvantable discours du 21 mars, dont je vous ai dit que c'était comme de la lave brûlante jetée sur les populations parisiennes, ce même Favre, se rendant à peine compte de ce qu'il dit, déclare « Le gouvernement de Versailles est là pour donner caution à l'Allemagne de notre solvabilité, puisqu'il y a non seulement l'amputation territoriale, mais une indemnité de 5 milliards que demandent les Allemands. Les Allemands savent que leurs 5 milliards, ils les toucheront, les Versaillais, alors que peut-être si c'était les insurgés qui gagnaient, ils ne les toucheraient pas. Donc Versailles est là comme garantie de la victoire allemande et du paiement d'indemnité. Seulement Thiers, il était demandeur constamment du côté des de la puissance allemande, puisqu'il voulait être autorisé à avoir le plus possible de troupes. Je vous ai déjà dit 2 fois les chiffres, je vous les rappelle parce que c'est très, très éclairant. La convention d'armistice avait dit « Vous ne garderez dans Paris ou autour de Paris que 12 000 hommes ». Le 19 février, ces 12 000 hommes étaient transformés déjà en 40 000 hommes. Le 28 mars, ces 40 000 hommes étaient devenus 80 000 hommes. Thiers en veut 100 000 et quand il aura 100 000, il en demandera 130 et 150 000. Vous pensez bien que les Allemands se font payer. C'est trop facile pour eux, c'est une situation en or. Les Français leur demandent des permissions supplémentaires. Ben d'accord, on va vous les donner, les permissions, ça leur rapporte du reste. Mais donnant, hein, alors vous allez nous donner des avantages. Si bien que le petit Sorel lui-même, enfin monsieur Sorel dont je vous ai dit assez que c'est un personnage tout à fait ami des Versaillais, Sorel avouera que chacun des avantages obtenus au profit de l'ordre social fut payé par un retrait sur le terrain diplomatique. Ça, on le sait en gros, hein, mais ce qu'on ne sait pas en détail, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Comment Thiers va encore
accorder des avantages supplémentaires à l'ennemi. Que je vous rappelle d'abord en deux mots ce qui s'était passé dans la première entrevue entre Thiers et Bismarck, lorsqu'à la veille du 1er mars, on avait conclu les préliminaires de paix. Vous vous rappelez que les Allemands étaient fort inquiets parce qu'il y avait une conférence des neutres réunie à Londres, que ces neutres, sous la pression britannique, essayaient d'empêcher les Allemands de s'accroître d'une manière excessive, que ces neutres ne voyaient pas d'obstacle à l'abaissement de la France, mais voyaient un obstacle en revanche à un déséquilibre européen provoqué par un accroissement territorial excessif de l'Allemagne. C'est pourquoi il y avait moyen, en négociant, habilement, en s'appuyant sur ces neutres, il y avait moyen de conserver Metz à la France. Or, vous savez aussi que Thiers ne voulait pas que Bismarck fronça les sourcils. Il avait terriblement besoin de Bismarck, précisément pour venir à bout de Paris, comme il disait. Et alors, pour faire plaisir à Bismarck, il avait neutralisé les Anglais. Il leur avait coupé l'herbe sous les pieds, il les avait court-circuités, comme je vous ai dit, et il avait conclu à l'abandon de Metz avant qu'une pression diplomatique sérieuse ait pu se produire. C'est la seconde fois, vous avez dit, que Thiers, le grand patriote Thiers, rendait d'immenses services à l'Allemagne contre la France. Bon, on en était là, les Allemands avaient rendu Belfort pour avoir Metz, ils le tenaient bien. Mais ils sont prodigieux, ces Allemands. Leur coup de mâchoire est remarquable. Et Bismarck va procéder avec un cynisme incroyable. Comme il sait que M. Thiers est demandeur, et je vous l'ai assez dit, Thiers demande tout le temps des soldats complémentaires, alors il va lui dire ceci: écoutez, on vous a rendu Belfort, mais il faudrait nous donner une compensation. Ça, c'est gentil de demander une compensation pour Belfort, puisque Belfort restitué lui valait Metz, ce qui était bien autre chose. Non, mais quand même, on a été extrêmement généreux à votre égard, alors nous demandons maintenant une rectification de frontière autour de Sainte-Marie-aux-Mines. Et écoutez bien, ce que Thiers aura l'aplomb, je dis aplomb parce que je suis bien élevé, enfin je devrais dire le culot, de nous raconter dans ses notes et souvenirs. Écoutez, le roi Guillaume nous demanda 4 petits villages sur la limite de la Lorraine où se trouvaient enterrés 8000 soldats prussiens. Point. Nous respectâmes ce témoignage religieux du monarque à l'égard de ses soldats. C'est tout ce qu'il va dire à la postérité. Il y avait 8000 Allemands enterrés là, on voulait 4 petits villages. Il ne donnera pas le nom des petits villages. Et le principal village, c'est Sainte-Marie-aux-Mines. Et Sainte-Marie-aux-Mines, c'est terriblement intéressant pour les Allemands parce qu'il y a le sous-sol d'une part, et puis qu'il y a des hauts fourneaux installés. C'est-à-dire un vaste complexe industriel qui est là, sol et sous-sol, que les Allemands veulent avaler. Eh bien, Thiers va marcher. Il est vrai qu'il est tout à fait disposé à le faire d'avance parce qu'il était terriblement impatient, je vous l'ai dit, des négociations qui traînaient, et qu'il avait fini par dire à Favre: écoutez, allez-y vous-même et réglez ça en 2, 3 mouvements. Favre était parti et il ne pouvait pas passer par Paris naturellement. Il avait demandé qu'on lui fabriquât un train, qu'on lui préparât un train spécial. Et M. de Franqueville, qui dirige les chemins de fer, qui est un homme intelligent, avait dit à Favre: vous savez, c'est inquiétant, un train spécial, on va voir sortir ce train de Paris. Train spécial, on va se dire, c'est pour qui? Non, un train ordinaire. Mais il y aura tout un wagon qui vous sera réservé, et vous montrez bien sûr en dehors de Paris à Pantin. Pantin, c'est déjà dans la zone d'occupation allemande. Il va se produire un incident que je trouve assez jovial, c'est que quand Favre, plus ou moins déguisé, enfin ne se montrant pas, cachant sa barbe, va essayer de monter dans le train à Pantin, il a été reconnu par un certain nombre de Parisiens ou de banlieusards qui commencent à le houspiller. Et il faudra appeler la garde prussienne, la garde allemande de Pantin, pour que M. Favre puisse monter sans horion dans le compartiment qui va l'emmener jusqu'à Francfort, où il va ajouter encore à la cession territoriale française. Et avec, je ne sais pas s'il faut dire cynisme, enfin une stupidité incroyable, M. Favre va écrire ceci dans son récit. Lorsque j'arrivai à Francfort, je dis au chancelier: cherchons, dans la signature immédiate de la paix, une nouvelle force pour réduire Paris au plus vite. Ce que vous avez remarqué, le cherchons, c'est-à-dire nous deux, nous sommes d'accord, vous et moi, nous avons besoin, vous comme moi, de réduire Paris au plus vite. Et il ajoute, avec candeur: le prince de Bismarck goûta cet avis et me félicita cordialement d'avoir ainsi prévenu toute complication. Vous pensez s'il peut goûter cet avis, Bismarck, il n'a qu'à se frotter les mains, il dit: mais c'est magnifique, le type arrive dans les plus excellentes dispositions, il accordera tout ce que je vais lui demander. Favre s'est fait accompagner du nouveau ministre des Finances qui s'appelle Pouillet-Quertier, qui était un prodigieux industriel de Rouen, un protectionniste naturellement, très bien avec Monseigneur de Bonnechose, l'archevêque de Rouen. Seulement il a oublié que Pouillet-Quertier a des actions dans Sainte-Marie-aux-Mines, et en particulier dans les forces de Villerupt qui sont à côté. Alors Pouillet-Quertier va froncer les sourcils et va dire: écoutez, donnez Sainte-Marie-aux-Mines si vous voulez, mais Villerupt, ça non, c'est mon affaire, enfin, je gagne de l'argent avec ça, je ne veux pas.
Et Bismarck est assez beau joueur et qui aime le cynisme, regardera en souriant Pouilly-Cartier et dira « Bon, ben on vous le laisse, votre Villerupt ». C'était pas ça qui comptait, ce qui comptait c'était Sainte-Marie-aux-Mines. Quant aux 8000 soldats prussiens, je ne sais pas s'il y en avait 8000 qui étaient là, ils s'en moquaient pas mal, ce qui l'intéressait, c'est une autre façon de concevoir le sous-sol. Alors Favre a lâché, mais il s'inquiète. Favre va dire, toujours avec cette façon de parler incroyable qui est la sienne, nous avions à craindre, pour la ratification définitive devant l'Assemblée, nous avions à craindre l'explosion de sentiments patriotiques peu éclairés. Enfin, je pense bien. Les gens tout de même, même les conservateurs, même ces possédants qui avaient lâché bien volontiers Strasbourg et Metz, pouvaient trouver qu'on allait un peu fort, en rajoutant encore à la proie allemande, à la proie que saisissaient les Allemands. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Thiers? Il va faire Favre. Je ne sais pas si c'est lui qui a trouvé l'idée ou bien si c'est Bismarck qui lui a suggéré. Lui, dans son récit, il nous fait croire que c'est Bismarck, c'est bien possible. Bismarck le voit inquiet, Favre est en train probablement de se tirer le nez en disant « Écoutez, on vous a donné ça en plus, mais est-ce que l'Assemblée va marcher ?» Alors il paraît que Bismarck lui aurait suggéré un alibi. Bismarck lui aurait dit « Écoutez, si vous avez des difficultés à l'égard de votre Assemblée, vous n'avez qu'à dire que je vous ai mis le couteau sous la gorge et nous allons inventer la fiction d'un ultimatum. Comme ça, vous pourrez arriver dans la Chambre en disant « Oui, c'est peut-être ennuyeux ce que je vous dis, mais les Allemands m'ont dit qu'ils allaient nous attaquer, recommencer la guerre, si on ne cédait pas. Je vous prie, disait Bismarck très poliment, je vous prie de recevoir cet ultimatum. » Ça veut dire entre nous, n'est-ce pas, il n'en est pas question. Enfin, on est amis, on est copains, on se connaît. Mais pour venir à bout de l'opposition républicaine et patriotique, ça vous sera utile. Favre n'ose pas prendre ça tout à fait sous son bonnet, télégraphie à Thiers, et Thiers nous répondit, écrit Favre, écoutez ça, Thiers nous répondit avec une affectueuse approbation. Tout à fait d'accord, on va prendre ce jeu-là. Néanmoins, la ratification n'ira pas tellement vite. Hein. Et il va surgir quelqu'un qui va ennuyer beaucoup Thiers. C'est un petit monsieur dont je ne vous ai encore jamais parlé, qui n'est pas important, mais qui est important à ce moment-là, qui s'appelle monsieur de Chaudordy. Chaudordy, c'est un diplomate professionnel, comme Sorel, qui démissionnera plus tard. Chaudordy est un diplomate, mais il est devenu député, et il avait assisté de très près aux fameuses négociations de Londres. Il savait ce qui s'était passé à Londres. Alors, poussé soit par une hostilité personnelle à l'égard de Thiers, je ne sais pas, soit simplement par une indignation française, il va monter à la tribune et il va dire « Non, je ne marche pas dans un traité pareil, parce que je sais professionnellement qu'il y avait moyen de conserver Metz, qu'il y avait moyen de ne pas donner ce que nous venons de donner aux Allemands, parce que nous n'avions qu'à nous appuyer sur les Anglais avec leur réunion des neutres, leur conférence des neutres, et il y avait un jeu diplomatique que nous étions sûrement gagnants. » Comme personne n'avait osé dire ça publiquement, beaucoup le savaient naturellement, c'est un scandale, c'est un frisson à l'Assemblée, et Thiers est bien inquiet. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Thiers? Ben, il va jouer de cynisme, jouer de violence. Voici ce que va nous raconter M. Favre. Thiers répondit avec une rare vigueur, sommant M. de Chaudordy de fournir ses preuves et lui donnant le plus cinglant des démentis. Il les avait, les papiers, je pense, M. de Chaudordy. J'en ai un en particulier qui est là. C'était un aveu de Favre. Le duc de Broglie, c'était l'ambassadeur de France en Angleterre, à Londres. Le duc de Broglie, sur les instances de M. Thiers, avait rédigé un protocole très convenable qui expliquait au gouvernement britannique, en excellents termes, l'attitude négative que nous étions forcés de prendre. Alors donc, on a un document ici, un document catégorique qui dit, c'est le gouvernement français lui-même qui a dit aux Anglais, écoutez, vous voulez nous protéger pour Metz, mais nous n'y tenons pas, nous sommes obligés de prendre une attitude négative parce qu'on a besoin de la force allemande contre la commune. Ben, c'est des choses intéressantes. Eh ben, Chaudordy, qui se voit houspillé à ce point par Thiers, et qui se voit abandonné sans doute par la majorité, ne bouge plus. Mais il y a une deuxième difficulté. Une commission technique avait été nommée spécialement pour étudier la question de Sainte-Marie-aux-Mines. Et cette commission technique faisait des objections en disant, je suppose que Thiers avait parlé des 8000 soldats prussiens, et la commission technique disait, mais non, il ne s'agit pas simplement de soldats prussiens, mais il s'agit d'un autre sous-sol beaucoup plus profond, il s'agit des mines. Alors vous allez lâcher ça. Thiers n'a qu'une défense, il n'a qu'une parade. C'est de dire, alors messieurs, vous voulez la guerre, oui ou non? Et si vous voulez la guerre, je m'en vais. Or, comme les royalistes ont absolument besoin de lui encore en ce moment, parce qu'ils veulent lui laisser la responsabilité de la paix, et puisqu'il est lui décidé à tout faire pour la paix, allons-y, on ne va pas l'embêter, on fermera la bouche à la commission technique. Ajoutons que Thiers va être soutenu par des gens convenables, il y a M. Favre, il y a M. Demeaux encore, qui est le rapporteur du traité de paix, M. Demeaux, qui vont prononcer de grands discours. Je les ai lus, mon devoir, ces grands discours. De quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir si la France ratifie le traité de Francfort, abandonnant d'une manière définitive l'Alsace et la Lorraine, et ajoutant même Sainte-Marie-aux-Mines. Eh bien, si vous lisez ces deux discours, vous vous apercevrez qu'il y est à peine question
de politique étrangère et des intérêts nationaux de la France, mais il y est tout le temps question d'affaires intérieures et tout le temps question de la commune. D'ailleurs, M. de Meaux, le 4 avril, avait eu une phrase incroyable. Il avait blâmé la commune qui a, dit-il, découronné notre défaite. Ah, je ne comprends pas bien. On peut découronner une victoire c'est une couronne, mais non, il avouait parfaitement que la défaite, c'était leur couronne, la couronne des gens de bien qui étaient enfin parvenus à cette défaite, c'est-à-dire à la défaite de la République. 433 voix pour, 98 voix contre. C'est entendu, hein, le traité favorise les Allemands, mais ils sont tellement gentils, tellement précieux les Allemands. Dubarail, le général français Dubarail, racontera que quand il a pu s'échapper de Paris là, le 19 mars et qu'il est arrivé à Charenton, qui est en zone d'occupation allemande, il a osé écrire dans ses souvenirs « Alors j'ai respiré lorsque j'ai vu les casques à pointe ». Et M. Francisque Sarcey, dans son drapeau tricolore, oui, c'est un petit périodique qu'il appelle comme ça, le drapeau tricolore, il va écrire « Il y a 8 jours, le bruit du départ des Allemands avait couru dans un petit village des environs. Ce fut une désolation générale. Plus de Prussiens, plus de police, plus d'ordre, plus de sécurité. Il a fallu voir les soins et les peines que se sont donnés pour les retenir le maire et le conseil municipal. » Je comprends que Flaubert ait écrit dans une lettre du 29 avril 1871, Flaubert voyait les choses de près à Rouen. Heureusement que les Allemands sont là. C'est le cri universel des bourgeois, dit-il. Quel avilissement, ajoute-t-il. On gouverne à Versailles, on gouverne à la satisfaction des gens de bien. C'est la belle vie, vous n'imaginez pas, à Versailles. L'hôtel des Réservoirs, il est plein de tout l'armorial de l'aristocratie et de la banque. Les propriétaires de Versailles louent à prix d'or des galetas, des greniers, enfin pour les gens qui sont là. Les commerçants n'ont jamais fait de meilleures affaires. Monsieur Véron, qui est le directeur du Monde Illustré, le 4 avril, dit « Oh, j'ai jamais vu des gens aussi hilars que les Versaillais, ça va au mieux ». Puis le gouvernement prend les mesures qu'il faut. Il est arrivé à faire un blocus postal complet de Paris. C'est-à-dire qu'aucune nouvelle ne sort de Paris, aucun journal de Paris n'arrive en province. Alors ça lui donne toute latitude pour inonder la province de ses mensonges personnels. C'est ainsi que les élections de Paris, qui sont des élections d'une part libres, d'autre part régulières, et où il y a 229 000 votants, regardez comment ils sont présentés à la province par M. Thiers. C'est un simulacre dérisoire. Ces élections n'ont amené au scrutin qu'une part infime de la population. Les gens ne pourront pas vérifier, ils n'ont pas les chiffres de Paris. Qu'est-ce que l'administration communale, selon le gouvernement de Versailles? Thiers, discours du 9 avril. À Paris, c'est la fureur de détruire pour détruire. Journal officiel de Versailles du 10 avril, exercice systématique du brigandage sous toutes ses formes. Les loyers, là, on avait fait croire qu'on allait s'occuper des loyers aussi. Vous savez comment ils vont s'en occuper? On va décider à Versailles que puisque la commune a permis à un certain nombre de pauvres gens de ne pas payer leur loyer pendant 3 termes, c'est la collectivité nationale, c'est les impôts, enfin c'est nous tous, c'est les contribuables qui vont indemniser les propriétaires. Il ne faut pas que les propriétaires perdent un sou. Vous imaginez aussi la flétrissure qui vont se déchaîner contre les mesures de la commune, par exemple concernant la destruction de la colonne Vendôme, concernant le travail de nuit des ouvriers boulangers. Ça s'appelle ça s'immiscer, pour entraver, l'État s'immisçant pour tout entraver dans les relations entre employeurs et employés. Lorsqu'il s'était agi des ateliers abandonnés qui étaient confiés aux associations ouvrières, jamais Versailles ne parlera d'indemnisation qui est promise, effectivement promise aux propriétaires, mais elle dira, Versailles dira, c'est le capital exproprié, c'est la spoliation érigée en système social. Quant à la préférence donnée dans le décret que je vous avais rappelé, le décret de Frankel, préférence donnée aux associations ouvrières pour les fournitures, je trouve que c'est tellement savoureux qu'il ne faut pas laisser passer ça. Voilà comment la presse de Versailles va le commenter. C'est le droit aux bénéfices réservé à une seule classe. Parce que la véritable classe qui doit avoir des bénéfices, c'est la classe possédante. Ici maintenant, la classe ouvrière, je ne dis pas fait des bénéfices, mais réalise des marchés honnêtes, c'est un pur scandale. Il y a même quelque chose que l'histoire officielle ne dit guère et que j'ai envie de vous dire, à savoir qu'on va revenir sur une très ancienne mesure qui est de 1807, où Napoléon lui-même avait fixé un taux limite pour l'intérêt de l'argent. Ça gênait pas mal les usuriers. Et la presse de Versailles avait déclaré que cette mesure de 1807 portait ce caractère attentatoire à la propriété qui se retrouve au fond de toutes les théories socialistes. Alors c'est le gouvernement de Versailles qui va abolir toute limitation du taux d'intérêt de l'argent. On pourra prêter à 26% ou à 50%. Bravo pour les usuriers. Voilà comment ils gouvernaient à Versailles, et avec une fureur incroyable contre ceux qu'ils appelaient les conciliateurs. Qui c'étaient les conciliateurs? Il y en avait quelques-uns à Paris, il y en avait un certain nombre en province. Les conciliateurs de Paris, c'était les républicains modérés, vous savez, à la Clémenceau. Clémenceau, c'était bien conduit. Clémenceau avait démissionné de tout. Il était membre, il n'avait pas été élu membre de la commune, mais il avait démissionné de sa mairie
de, de Montmartre et il avait démissionné de son poste de député. Seulement, il y avait tout de même un certain nombre de gens qui pensaient comme lui qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Enfin, il y avait tout de même des franchises municipales qu'il fallait donner à Paris. Alors on avait constitué ce qu'on appelait l'Union pour les droits de Paris. L'Union pour les droits de Paris. Avec un certain nombre de républicains modérés, dont les amis de Victor Hugo. Victor Hugo n'est pas là. Victor Hugo, il est à Bruxelles, il vient de perdre son fils, il s'occupe de ses deux petits-enfants. La belle-fille était bruxelloise, c'est pourquoi il est à Bruxelles. Et Hugo, le 19 avril, avait publié dans le journal modéré Le Rappel une phrase assez grave: la commune est une bonne chose mal faite, disait-il. Une bonne chose mal faite. Il n'était pas contre, mais il n'était pas pour. Alors ses amis avaient essayé d'organiser un effort républicain. On savait que Thiers était républicain conservateur, on voulait essayer d'aller le trouver, mais Thiers était étroitement surveillé par sa majorité, et parce qu'il avait reçu assez gentiment les délégués de ces républicains, et qu'il leur avait dit: vous savez, la répression ne sera pas terrible, on frappera les chefs, mais on ne fera pas les autres, ça avait été une levée de bouclier contre lui. Les francs-maçons avaient prétendu le 29 avril faire une très grande manifestation et leur chef, qui s'appelait Thierry Foch, avait même déclaré: nous allons nous porter sur les lignes, nous allons dresser nos emblèmes sur les lignes, et si les Versaillais tirent sur nos emblèmes, nous prendrons la tête des bataillons fédérés et nous lutterons jusqu'à la mort. Non, pas du tout, vous savez, c'est une pure formule. Ils avaient bien amené leurs emblèmes, ils avaient obtenu 24 heures, tout de même 24 heures d'armistice pour que Neuilly puisse être évacué. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait des francs-maçons en face. Et qu'en particulier le général de division Montandon, celui que nous allons voir entrer dans Montmartre, c'est un franc-maçon. Si bien que la lutte avait continué et que les francs-maçons étaient rentrés sous terre et n'avaient pas fait de bruit. Quant à la province, il y avait eu des élections municipales à la fin d'avril et au début de mai en province, et Thiers s'était frotté discrètement les mains en voyant que les républicains avaient assez bien réussi en province. Et ils avaient constitué une ligue des villes républicaines. Si vous savez l'accueil que la majorité faisait à ces villes républicaines, c'est à trembler. En disant: mais de quoi se mêlent-ils? Dans quel pétrin, disait Madame Georges Sand, dans quel pétrin ces gens-là veulent-ils nous faire entrer? Sarcey écrivait: ils arrivent devant nous avec leurs redingotes noires de conseillers municipaux, mais on voit passer leur drapeau rouge au pas de la redingote, qu'ils soient de Marseille ou qu'ils soient de Paris. Tout ça, c'est des communeux, ce ne sont que des communistes, avait-il dit. Rien à faire, par conséquent, ces gauchistes qui feront de modestes efforts n'obtiendront rien. Oh, il faut savoir, vous savez que ces gauchistes ne sont pas dangereux. Il y a un texte qu'on connaît très peu, mais que j'ai découvert tout de même, c'est de Rimbaud. Rimbaud a fait une petite nouvelle, pas bien forte, qui s'appelle Le Baron Petchèvre. Il a écrit ça à l'automne 71. Et il dit là-dedans, faisant parler un homme de droite, un conservateur: la gauche? Qu'est-ce que c'est ça, la gauche? On se fait de fausses idées sur la gauche. Ils sont beaucoup plus accommodants qu'on ne pense. Et effectivement, vous savez, il se passait des choses lugubres à Versailles, de la part des députés républicains qui étaient là, au point que Louis Blanc, l'ancien socialiste Louis Blanc, sans doute pour se réhabiliter, avait fait des déclarations scandaleuses, oui, scandaleuses, à une députation qu'il avait reçue, une députation républicaine de Toulouse. J'ai le résultat, j'ai vu dans les archives ce que les gens de Toulouse ont rapporté de leur entretien avec Louis Blanc. Et Louis Blanc n'avait pas hésité à leur dire: vous savez, c'est affreux, les gens de la commune, ce sont des internationalistes, ce sont les intérêts cosmopolites qui sont en jeu, il n'y a absolument pas des intérêts français. Du reste, avait-il ajouté, nous avons des renseignements ici, et nous savons que ce sont des agents prussiens. C'était monstrueux de dire que les gens de la commune étaient agents prussiens, alors que ceux qui faisaient la politique de la Prusse, c'était Thiers et les autres. Pour finir, un petit détail. La commune avait fait une sottise en décidant qu'on allait abattre l'immeuble de M. Thiers. Il avait un bel hôtel, l'hôtel Saint-Georges. Il ne fallait pas l'abattre, il fallait le prendre en effet et en faire un hospice de vieillards. Mais Thiers était trop content de voir cette mesure qui avait été prise parce qu'il savait, et tout le monde ne le savait pas, que la commune avait été très respectueuse des biens. Les meubles de Thiers étaient au garde-meubles, les collections de livres de Thiers étaient à la Bibliothèque nationale, les collections d'œuvres d'art étaient dans les musées. Par conséquent, ça, il était tranquille de les récupérer. Il va faire demander par un ami qui s'appelle Cochery, il va faire demander une indemnisation. Et il va même demander, ce qui est sordide, 1 600 000 francs que la France devait lui donner pour reconstruire son hôtel qui lui avait coûté 100 000 francs. Il y aura des débats sordides et Thiers ne sera pas encore content parce que l'Assemblée va lui allouer 1 53 000 francs pour un immeuble, je le répète, qu'il avait payé 100 000 francs et dont toutes les collections étaient intactes. On a publié il n'y a pas très longtemps une toute petite note de M. Thiers au ministre de la Marine disant: il faudrait acheter les briquettes pour les cuirassés à 30 francs la tonne. Je peux vous les fournir à Anzin. Il était administrateur d'Anzin.
L'État aurait pu avoir ses briquettes à 10 francs la tonne, mais comme c'était le ministre, le président du Conseil qui le demandait, on achètera à 30 francs la tonne, ce qui fera 20 millions à se partager entre les actionnaires. Je comprends que M. Charles Pomarez, qui a été ministre de Pétain, ait écrit un ouvrage où il déclare M. Thiers était un véritable homme d'État.